Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui est montois, il est même né précisément à Frameries et il a lancé sa carrière politique en bousculant le bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo. Il est monté à Bruxelles en 2004 quand même pour faire ses études, Saint-Louis puis l'ULB, député wallon en 2014, sénateur depuis 2019, on le dit, hyperactif, hyper réactif et peut-être parfois excessivement médiatique. Il est aujourd'hui en tout cas à la tête du deuxième parti francophone du pays. Nous accueillons Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur. Bonjour Georges-Louis Boucher, merci d'être sur le plateau. Bonjour. De Plus d'Actu. L'exécutif des musulmans, pour commencer, auquel Vincent Van Quickenborne, donc ministre de la Justice, souhaite retirer sa reconnaissance officielle. On peut se passer d'un interlocuteur qui représenterait les musulmans de Belgique au niveau de l'État fédéral ? Mais je pense qu'en fait, il y a un problème d'essence dès le départ. Il y a deux manières de représenter des gens, en tout cas au niveau d'une religion. C'est soit il y a un clergé, et ce n'est pas le cas dans la religion musulmane, vous l'avez indiqué, soit vous avez la possibilité d'avoir des élections ouvertes. Mais comme en Belgique, et heureusement que c'est le cas, il n'y a pas de sous-nationalité. Et donc il n'y a pas la possibilité d'inviter un corps électoral qui s'identifierait au nom d'une religion ou d'une origine géographique quelconque ou quelconque critère que ce soit. Il est donc, à mon sens, matériellement impossible de se dire « je représente les musulmans de Belgique ». Vous avez un problème de légitimité. Des élections avec un exécutif ça fait une vingtaine d'années qu'il existe quand même. Mais il faut voir les taux de participation à ces élections, l'intérêt. Et donc, c'est tout le problème de notre démocratie aujourd'hui, parce que ce n'est pas propre à l'exécutif des musulmans de Belgique. Nous avons plein d'associations, nous avons plein de structures qui sont censées représenter plein de gens qui ne votent pas pour eux. Et donc, assez souvent, nous, en tant que politiques, on est confrontés à des représentants de structures. Et moi, je leur pose toujours la question, mais qui vous a mis là, en fait ? Les 40 membres de votre Assemblée générale ? Ou est-ce que, véritablement, tous les gens que vous êtes censés représenter, des automobilistes, des cyclistes, etc., vous ont vraiment amené là ? Donc l'exécutif, pour vous, il n'était pas représentatif ? Non, ça très clairement. Et je vais aller plus loin. Je pense qu'il est matériellement très difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir un exécutif qui peut réellement représenter les musulmans, pour la raison que j'ai indiquée. Une religion qui n'est pas représentée par un clergé, c'est très compliqué dans le chef de l'État de lui dire la manière dont elle doit se représenter. Alors c'est quoi l'étape suivante ? On réorganise des élections, on crée un nouvel organe où on se dit avec les musulmans on n'a plus de contact. On pourrait se permettre ça alors qu'on en a quand même avec le clergé catholique, la laïcité organisée, etc. Mais je pense qu'il faut avoir des contacts avec tous nos concitoyens. Et donc ces concitoyens sont soit de nationalité belge, soit de nationalité étrangère en situation légale on sur a des notre contacts territoire. avec le primat de Belgique. Et donc, oui, je suis bien d'accord. Mais la question, c'est que de toute façon... le président du CAL. Oui, mais les religions ou la laïcité ne doivent pas intervenir dans les choix politiques qui sont posés. C'est notre vision de la neutralité. Il y a un élément, par contre, et vous avez raison de le souligner, c'est la question du financement des cultes. Et là, c'est vrai que quand on traite de ces questions, il faut des interlocuteurs. La question, parfois aussi, des cours de religion, pour avoir des référentiels dans ces cours, une inspection. Et donc, oui, il faut tenter de trouver une solution, à tout le moins, pour pouvoir avoir une représentation. Mais je l'ai dit, considérer qu'un organe pourrait représenter les musulmans de Belgique, ça je n'y crois pas. Je pense qu'il faut être plus juste et moins ambitieux dans la volonté. Il faut que l'on ait au moins des interlocuteurs qui permettent avec nous de dialoguer pour que l'islam puisse aussi trouver sa place dans les questions que j'ai évoquées, comme le financement des cultes. Oui, mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vincent Van Quickenborne va désigner quelqu'un où il va organiser les élections, qu'éventuellement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les référentiels dans les cours de religion, on va désigner quelqu'un d'autre ou avoir un autre interlocuteur. C'est quoi la solution ? Non, je l'ai dit, la solution, c'est avoir un exécutif. Donc il faut réorganiser les élections maintenant. Je pense en tous les cas qu'il est excessif de considérer que ça serait l'exécutif de tous les musulmans, mais en tout cas un exécutif qui puisse représenter un interlocuteur pour ces questions et de pouvoir effectivement avancer de la sorte. Il y a un point, la manière dont on va organiser les élections, où elles seront organisées, qui seront les relais sur le terrain pour pouvoir avoir des électeurs. Tous ces éléments vont déterminer le caractère finalement le plus représentatif ou non de la structure. Et c'est l'État fédéral qui doit prendre ça en charge. Bien évidemment, ça fait partie de sa compétence. Alors, on est vendredi. Le vendredi, c'est un entretien long format avec la participation du public. On va retrouver Camille Payot qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est notre vigie sur les réseaux sociaux pour recueillir vos questions. Bonjour Camille, je crois qu'il y a beaucoup de questions pour Georges-Louis Boucher. Oui, bonjour. Aujourd'hui, il y a énormément de questions. Donc là, il y en a deux en particulier. La première de Federico qui demande « Est-ce votre intention
est d'amener le MR toujours plus à droite, voire de flirter avec l'extrême droite. Est-ce partagé par le parti ou est-ce une initiative personnelle? La deuxième question vient de Wadji. Êtes-vous d'accord pour arrêter le cumul des postes et de vous contenter du salaire du président du MR à 18 000 €? Alors, première question, est-ce que vous... Pas orienté les questions. Sur les internautes, il y en aura d'autres tout à l'heure. Mais première question, ce n'est pas la première fois qu'on vous les pose. Non, ça ne me dérange pas. Première question, est-ce que vous avez repositionné le MR plus à droite? Est-ce que vous flirtez avec l'extrême droite? Mais en tout cas, j'inviterai Federico, si j'ai bien compris, à aller relire les discours de Jean Gol. Parce que s'il relit les discours de Jean Gol, il va certainement considérer que Georges-Louis Boucher est potentiellement peut-être un centriste même en comparaison. Et donc, vous savez, ça fait 40 ans qu'on explique que mon parti se droitise. On l'a dit de Jean Gol, on l'a dit de Didier Reynders, on l'a dit de Charles Michel lorsqu'il a conclu un accord avec la NVA pour la suédoise. Donc, c'est une petite musique régulière qui tente de nous disqualifier. Je ne dis pas que c'est ce que fait Federico, mais je l'entends dans les médias de la part aussi de nos opposants politiques. Mais personne ne sait me donner un exemple par lequel nous nous serions droitisés. Nous affirmons juste notre ligne, qui est notre ligne historique, avec force, ça c'est clair. Mais quand, par exemple, on est sur la neutralité de l'État, la baisse des impôts, la récompense du travail, aujourd'hui sur les choix stratégiques en matière énergétique, sur les pensions, je suis désolé, je ne vois pas en quoi la ligne a profondément changé. Vous savez, avant le MR, ce n'était pas un parti de gauche, peut-être que ça a échappé à certains, donc on a toujours été sur cette ligne. Il y a peut-être la particularité, effectivement, aujourd'hui, de l'assumer avec plus de force et avec un côté plus assertif. Ça, c'est un élément. Ouais. Juste un dernier point. Vous savez, c'est quand même un peu aussi particulier de voir pas mal de gens de gauche se plaindre que le MR est à droite. Est-ce que moi, je me plains que ces partis sont à gauche? Je le regrette, mais je ne leur fais pas le reproche, c'est leur droit. Ouais. La deuxième question, sur le cumul, vous êtes sénateur et président aujourd'hui. Oui, et alors pour rassurer votre deuxième internaute, mon salaire est plafonné quoi qu'il arrive. Donc j'ai un salaire qui est équivalent à celui d'un vice-premier ministre fédéral, au même titre d'ailleurs que mon collègue Paul Magnette. Et donc que j'ai un mandat de sénateur ou pas, ça ne change rien sur ma rémunération. Et donc cet montant est juste déduit de ce qui m'est versé comme président. Ouais. Et vous allez rester sénateur? On avait entendu à un certain moment que vous pourriez renoncer à ce poste. Je vais être très clair, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je cherche, on a déjà eu des discussions, après il y a eu beaucoup d'événements politiques, mais effectivement, je souhaiterais utiliser cette fonction pour amener une nouvelle personnalité dans le champ politique, une nouvelle personnalité au sein du mouvement. Coopté, faut le rappeler. Effectivement, puisque c'est très rare de pouvoir désigner un parlementaire. Donc on a la liberté du choix. Et donc, avant la fin du mandat, je souhaite pouvoir trouver cette personne. Ce sera un Bruxellois, une Bruxelloise? Ça pourrait être un Bruxellois, une Bruxelloise, où on a une équipe renouvelée, rajeunie, et je pense que continuer ce processus serait positif. Alors on va parler énergie, si vous voulez bien, et notamment de la sortie du nucléaire. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu. Vous êtes hostile à l'arrêt des réacteurs pour ceux à qui ça aurait échappé. Vous l'avez dit et redit. Ces derniers jours, côté flamand, il y a quand même plusieurs voix qui se sont élevées pour faire part de doutes ou de craintes. On va regarder une déclaration de Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, ça date de ce matin. Jean-Marc Nollet qui indique que le 18 mars, Eliar mettra un rapport basé sur des chiffres, des faits, pas au Vogelpick. Et si Elia dit oui, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, on ira vers le plan A. S'il y a dit qu'il y a un problème, on ira vers le plan B. Ça paraît du bon sens. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec cette partie-là de l'argumentaire de Jean-Marc Nollet? S'il n'y a pas de problème, on peut sortir. S'il y en a un, on ne peut pas sortir. Écoutez, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Jean-Marc Nollet, manifestement, est le seul qui n'a pas de télévision et Internet. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand il nous dit qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement, vous savez, le problème de l'énergie, c'est que ce n'est pas une question statique. Aujourd'hui, pour être très clair, que fait Elia? Ils essayent de dire si on aura 13 gigas pour l'hiver 2025. C'est la seule chose. 13 gigas, c'est la capacité dont la Belgique a besoin en électricité pour son approvisionnement. Mais ce qui se passe, mais ce que Jean-Marc Nollet ne dit pas ou semble ignorer, c'est qu'il y a deux paramètres qui vont se produire. Le premier, c'est qu'après 2025 et jusqu'en 2050, on va augmenter notre consommation électrique de 35 à 55%. Donc il va falloir augmenter ces capacités avec le temps. Mais ça, je vais y venir. Et le deuxième paramètre, c'est qu'aujourd'hui, alors il aime à rappeler que la Russie ne représente que 4% de la production, en tout cas de la fourniture de gaz en Belgique, sauf que notre premier fournisseur de gaz sont les Pays-Bas, qui vont arrêter cette exploitation pour des raisons géologiques. Le deuxième, c'est la Norvège, qui va également réduire son exploitation. Par contre, 40% du gaz sur le marché européen vient de Russie. Ça veut dire quoi? C'est Poutine qui détermine le marché européen du gaz. Et aujourd'hui, Poutine, son choix, c'est quoi?
c'est de construire un gazoduc, force de Sibérie, entre la Russie et la Chine pour pouvoir augmenter la pression sur l'Europe. Il est irresponsable aujourd'hui pour un État d'augmenter sa dépendance aux énergies fossiles. Tous les experts en énergie vous l'expliqueront. Aujourd'hui, il faut plutôt aller vers des énergies non fossiles. Même si on ne sait pas ce qu'on va faire des déchets nucléaires, même si on a des centrales qui sont un petit peu vieillissantes, et surtout, Georges Boucher, même si Engie, propriétaire de ces centrales, ne veut absolument pas les prolonger. Engie n'arrête pas de dire, nous, on a déjà pris la décision, on doit sortir et on ne pourra pas relancer ces centrales. Engie ne dit pas ça. Engie dit, nous n'allons pas prolonger dans le cadre juridique actuel. Sauf que la FCN, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, a répondu « on peut changer le cadre, ça sera faisable ». Depuis lors, on n'a plus reposé la question Engie. Deuxième aspect, pour être tout à fait complet, sur les déchets. Je veux bien, mais c'est quoi aujourd'hui la priorité? C'est la gestion de déchets nucléaires qui va être traitée, d'ailleurs dans les nucléaires de nouvelle génération, on peut réutiliser les déchets, ou est-ce que ce sont les émissions de CO2 et les 13 millions de tonnes potentielles qui vont être augmentées? Et le troisième aspect sur le renouvelable, parce que je veux vraiment être complet sur le sujet, 100% renouvelable, c'est simplement impossible. On va atteindre le maximum de capacité en éolien offshore, 5,2 gigas en mer du Nord. Nos objectifs, à commencer par la région bruxelloise, nos objectifs de renouvelables onshore, que ce soit du renouvelable ou du photovoltaïque, ne seront déjà pas atteints aujourd'hui. Donc on va prendre la décision limité dans cette le 18 capacité. mars. C'était quand même dans l'accord de gouvernement qu'a priori on devait plutôt sortir sauf si. Bon, vous dites on est dans le sauf si. Qu'est-ce qui se passe le 18 mars si jamais Jean-Marc Nollet obtient gain de cause et on sort effectivement du nucléaire comme la loi actuelle le prévoit? Écoutez, je peux être très clair avec vous, si on sort du nucléaire, ce serait une catastrophe pour notre pays, une catastrophe dont on va commencer à prendre conscience à l'hiver 25 et qui risque d'accentuer par après. Je vais être clair avec vous, je sais qu'il y a beaucoup de jeux politiques par rapport à ça. Moi, je ne vais pas travailler avec des menaces. Je ne vais pas travailler avec des menaces. Jean-Marc Nollet a dit la même chose ce matin, donc personne ne menace personne. Oui, mais enfin, je lis parfois d'autres choses dans la presse. Mais moi, je vais vous dire une chose. La manière dont la décision devrait être prise devrait être une manière scientifique. Est-ce que vous faites confiance à Alexander De Croo là-dessus? Bien sûr, je fais confiance sur la manière dont il pilote le débat. Écoutez, quand un parti est dans un gouvernement, c'est qu'il fait confiance au Premier ministre. Si pas, il ne faut pas rester dans un gouvernement si on n'a pas confiance dans le chef d'équipe. Mais je suis bien au clair là-dessus. Si la décision est prise de façon scientifique, il n'y a pas de difficulté. Si maintenant on commence à faire des petits jeux politiciens en considérant qu'il faut donner un truc à écolo parce que le PS a eu autre chose et qu'on donnera quelque chose aux libéraux, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Allez, on va retourner chez Camille Payot. Suite des questions du public. Oui, donc au niveau de l'énergie, il y a Michel-Ange qui se questionne. S'éclairer, se chauffer devient un luxe. La cause est le prix du gaz. Alors pourquoi garder et créer de nouvelles centrales au gaz en Belgique au lieu de fermer le nucléaire? C'est pas les centrales à gaz qu'il faudrait fermer. La deuxième question provient de Michel qui se demande qui remplacera Sophie Wilmès quand elle quittera l'OTAN. Est-ce que ce sera un vrai Bruxellois? Alors, les questions sont moins orientées, elle vous plaît plus celle-là? Ça va. La première, je pensais pas la peine de répondre, il a l'air d'accord avec vous. Oui, mais je vais quand même lui répondre sur un point pour lui dire qu'il a 1000 fois raison et illustrer ce qu'il dit Michel-Ange. Pas trop long, parce que je voudrais qu'on parle d'autres choses que d'énergie. Juste pour vous dire, 1 mégawatt est produit en nucléaire à 35 €. Aujourd'hui, le mégawatt est vendu sur le marché entre 200 et 300 €. Ça veut dire quoi? C'est que ce différentiel de prix pourrait être rendu au moins en partie aux consommateurs. C'est pas un petit problème ça d'ailleurs justement parce qu'on voit qu'il y a quand même un surprofit du côté d'Engie, parce que l'électricité nucléaire, elle est toujours au même prix, mais le prix du marché il est très élevé. On parle d'1 milliard de surprofit, il faut taxer Engie. Mais je vais être très clair, il y a une rente nucléaire qui existe déjà aujourd'hui. Si on prolonge le nucléaire, ça veut dire si on prolonge la capacité à faire des surbénéfices dans les prochaines années, il est normal que dans le cadre de la négociation, une partie revienne aux consommateurs. Alors, sur la deuxième question, pour Sophie Wilmès, si elle avait la chance d'être désignée à l'OTAN. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que ces rumeurs ont été émises par Bloomberg, une agence internationale. Ça montre tout le sérieux, tout le crédit dont jouit Sophie Wilmès sur la scène internationale. Et donc, s'il fallait encore s'en convaincre aussi de ses immenses qualités de gestionnaire, de diplomate. Alors, imaginons qu'elle est nommée, c'est pas fait. Mais alors, elle est nommée. La deuxième chose, ce que je peux vous dire, et j'étais encore au téléphone avec Sophie il y a 2 heures, elle est pleinement concentrée sur la Belgique. On n'est pas candidat à ce genre de fonction. Et moi, à titre personnel, je vais vous le dire, je préfère 1 million de fois qu'elle reste parmi nous, car on a besoin de son talent pour la Belgique. Après, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit mon voisin,
nul ne sait où nous serons il y a peu de dans chances que 6 je sois mois. appelé à l'OTAN. Mais peut-être que vous serez dans un autre média, je ne sais pas. Mais honnêtement, si elle est appelée, ce sera bien un Bruxellois qui la remplacera pour respecter les équilibres internes ou pas? J'ai assez de problèmes réels à régler pour ne pas répondre à cette question-là. À des problèmes qui sont tout à fait hypothétiques. Allez, pour le moment. on va revenir au vivre ensemble. Alors, si vous voulez bien, grand débat en cours en ce moment au Parlement bruxellois sur ce qui doit être permis ou pas en termes de neutralité dans les services publics. On va regarder ensemble un extrait. C'est un extrait de l'ordonnance du tribunal du travail qui avait condamné en mai dernier la STIB pour discrimination à l'embauche et qui, dans les conclusions d'ordonnance, ordonnait à la STIB de cesser de fonder sa politique de l'emploi sur un principe de neutralité exclusive, interdisant de manière générale à l'ensemble des membres du personnel le port de signes convictionnels. On pense évidemment au foulard, parce que c'est souvent de ça dont on parle. Quand vous lisez ce jugement, ça ébranle vos convictions ou pas ? Fortement. En tout cas, ce n'est pas conforme à ce que nous considérons être la neutralité de l'État. Ce n'est pas conforme à l'histoire de notre pays non plus. Mais c'est une décision de justice. Oui, mais qui a été contestée par après. Qui a été contesté. Il n'y a pas eu d'appel, le gouvernement bruxellois n'a pas souhaité faire appel. Il n'y a pas eu d'appel parce que ça a été un choix du gouvernement bruxellois et on a vu que Défi en la matière est passé à côté d'une belle occasion, je pense. D'ailleurs, à l'époque, il nous faisait beaucoup de leçons sur ce qui se passait au fédéral, sauf que nous, au fédéral, on a obtenu des résultats. Donc moi, je déplore ce fait-là. Mais c'est une décision qui est fortement contestée par des juristes de renom. Marc Tendal, on ne peut pas le soupçonner d'être un MR. Je peux vous dire, j'ai encore vérifié ce matin, il n'est pas membre. Et donc, on voit bien que c'est une décision qui est militante. Mais sur le fond, est-ce qu'on peut porter le foulard et travailler dans une administration ? Le mouvement réformateur a toujours dit non, a priori. Est-ce que ce n'est pas inquiétant et embêtant de refuser à des jeunes filles bruxelloises, parce qu'elles portent le foulard, la possibilité de travailler, notamment dans les services publics? Ce que je ne comprends pas, M. Grosfilet, c'est pourquoi vous ne me posez pas la question pour un jeune homme juif qui voudrait porter sa kippa. Pourquoi vous ne vous êtes pas ému le jour où on a retiré les crucifix de tous les bâtiments publics et qu'on a demandé aux agents publics de cacher la croix, soit en dessous de la chemise, soit de ne plus la porter. Et donc, ce que je n'accepte plus, c'est qu'on en fasse une question autour du voile islamique. À un moment donné, c'est une question de neutralité dans l'absolu, vis-à-vis des signes conventionnels, vis-à-vis des signes politiques. Une personne qui porte un signe confectionnel, elle ne peut pas faire son travail de manière neutre. Ben, je vais vous le dire autrement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si en me faisant votre interview, vous aviez le pins du Parti Socialiste, je suis en bleu, vous avez vu ? Vous êtes en bleu, donc peut-être que certains vont y voir une collusion. Mais est-ce que, très franchement, si vous me faites votre interview avec le pins du Parti Socialiste, tout le monde va trouver ça normal ? Il y a un problème. Eh bien, au guichet de l'administration, c'est la même chose. Quand j'arrive au guichet de l'administration, en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, en tout cas ceux qui soutiennent ce port du voile, c'est que quand vous êtes un fonctionnaire, vous ne vous représentez pas vous-même. Vous représentez l'État. Et à partir du moment où vous représentez l'État, vous devez être neutre. Parce que l'État n'a pas de religion, parce que l'État n'a pas de conviction politique, parce que l'État n'appartient pas à une communauté ou à une autre. L'État est disponible pour tout le monde de façon indistincte. Allez, dernière salve de questions du public. Camille Payot. Oui, alors 2 nouvelles questions. Une de Patrick. Quelles sont les pistes d'économie au niveau des dépenses de l'État, des régions et des provinces pour alléger la pression fiscale sur les contribuables et sur les salaires ? La deuxième question de DJ. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique de la ministre de la Mobilité de créer des pistes cyclables dans tout Bruxelles ? Alors, première question. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire des économies? Oui, je pense que Bruxelles est certainement le premier endroit. Alors, un exemple concret. Et donc, on va être très clair. Il y a aujourd'hui une centaine de personnes qui ont une responsabilité politique en matière de culture. Entre les échevins, les présidents de centres culturels, les représentants qui sont dans des associations communales, etc. Les présidents de centres culturels, mais ça fait 100 personnes, c'est absurde. Je veux dire, aujourd'hui, à Bruxelles, 89 députés au Parlement bruxellois, mais c'est complètement mais ça, c'est pour respecter un équilibre avec les néerlandophones. Mais on n'arrête pas de me dire ça. C'est un certain Daniel Ducarme qui a négocié cette réforme-là. Mais à une certaine époque, le monde a évolué depuis lors. Tant qu'on permet aux néerlandophones d'avoir à la fois une représentation, mais de ne pas avoir une minorité qui pourrait bloquer en permanence le Parlement. Vous savez, si demain il y avait 60 parlementaires au Parlement bruxellois, personne ne serait malheureux, mais absolument personne. Je pense également qu'il y a trop de représentants. Des économies substantielles. Mais en tous les cas, ça fait un État plus efficace. Bruxelles est bloquée par cela. Il y a un autre problème à Bruxelles qui n'a rien à voir avec une négociation avec les Flamands. C'est la répartition des compétences entre la région et les communes. Aujourd'hui, en fait, les communes sont tout le temps en concurrence avec la région sur des questions de mobilité, de stationnement, et la région, elle, essaye d'avoir des plans qui ne débouchent jamais sur rien. Donc il faut à un moment donné, je vais vous dire,
à mon sens, la région Bruxelles-Capitale doit être réglée au maximum par le gouvernement régional bruxellois et les communes doivent avoir quelques points de proximité, l'état civil, donc moins de pouvoir des éléments pour les communes, de plus propreté. pour la région. Mais bien sûr, une région aussi enclavée de 19 communes, ça n'a strictement aucun sens d'avoir 19 politiques différenciées. Alors, on va écouter un petit extrait d'un ministre bruxellois libéral mais flamand, c'est Sven Gatz. On lui posait la question cette semaine de savoir s'il fallait continuer vraiment le projet du métro alors que ça coûte cher. Il y a un surcoût, on était à 1,6 milliard, on va passer à 2,4 milliards visiblement. On écoute Sven Gatz. On ne peut plus le stopper, ça n'a pas de sens de le stopper. Parce donc ça veut dire quoi? Ce que vous proposez, c'est qu'on le fasse différemment, qu'on aille peut-être plus lentement, ou qu'on se dise qu'on est parti pour 10 ans ou 15 ans à se serrer la ceinture? Non. Pendant 5 ans, on devra faire un effort, mais ça ne doit pas nécessairement être plus que ça. Mais il faut surtout continuer le projet parce que c'est un projet qui dépasse les législatures. Et quand Bruxelles veut être un partenaire fiable pour y investir, c'est aussi de dire on peut réaliser des grands projets qui se lancent sur 10-15 années. On ne peut pas faire un métro en 3 mois, c'est impossible. Ouais, alors, je n'ai pas oublié la question du téléspectateur qui nous interrogeait sur les pistes cyclables d'Elke van den Brand. Il y a le métro, mais qui coûte cher. Il y a les pistes cyclables, et on a parfois le sentiment, du côté du mouvement réformateur, que c'est pas trop chaud pour le métro, pas chaud du tout pour les pistes cyclables. Est-ce que vous êtes le parti de la voiture? Ah non, d'ailleurs vous vous trompez pour le métro, puisque nous sommes plutôt militants pour le métro. Nous on considère même si ça coûte très cher, il faut plus de métro que cette politique qui est systématique au niveau du gouvernement bruxellois de mettre plutôt des trams. Et pourquoi veulent-ils des trams? Parce qu'en fait, ça mange de l'espace de voirie, donc ça en retire dans leur esprit à la voiture. Oui, mais je vais être clair avec vous, c'est pas moi qui le dis. Good Move, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Good Move, c'est le MR qui l'ait commandé. Dans Good Move, qu'est-ce qui est prévu dans les recommandations? C'est de dire il faut plus de souterrains, parce qu'aujourd'hui, on est en train de saturer l'espace en voirie. Et alors, en ce qui concerne les coûts, je crois qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est la maîtrise de ces coûts dès le départ, comment le projet a été mis en œuvre. Et le deuxième élément, c'est que lors du plan de relance, les fameux 6 milliards d'euros à se répartir, Bruxelles avait obtenu, bon an, mal an, 300-350 millions d'euros. Le gouvernement nous avait dit tout va bien. Mais manifestement, ça a été mal calibré. Et en ce qui concerne les pistes cyclables, très rapidement, nous sommes, nous, en faveur de tous les types de mobilité. Nous, ce que nous voulons, c'est une mobilité intégrée et arrêter ce combat où à chaque fois la voiture serait vue comme l'ennemi. La voiture est nécessaire dans certains cas, mais il ne faut pas l'utiliser quand elle n'est pas indispensable. Merci Georges Boucher, merci d'avoir été l'invité de Plus d'Actu. On se retrouve lundi à partir de 17h.